Voici le secret du succès. Pour le découvrir, je vais vous raconter cette histoire. Voyez bien, c'était au milieu du XXe siècle. Dans les champs ensoleillés de la vallée de la Loire, les rangées de vignes s'étendaient jusqu'à se perdre à l'horizon. Au milieu de ces champs travaillait un jeune homme. Tous le connaissaient comme le journalier Pierre, un visage tanné par le soleil, les mains pleines de cales et de petites blessures qui ne finissaient jamais de se refermer. Il vivait parmi beaucoup d'autres journaliers, tous entassés dans des chambres étroites, avec des lits de camp et des couvertures qui protégeaient à peine du froid de l'aube. Ils étaient des dizaines, peut-être des centaines, et tous travaillaient sous les mêmes ordres, récolter du raisin pour le patron du bois. Chaque jour était identique. Le journalier Pierre se réveillait au son des bottes frappant le plancher de bois et les voix de ses compagnons à moitié endormis, à moitié résignés. Il prenait son café avec du pain rassis, mettait son chapeau de paille usé, accrochait le sécateur à sa ceinture et sortait travailler dans le vignoble avec ses compagnons. Au champ, l'attendait la voix la plus dure de toutes. « Plus vite, Pierre !» criait le patron du bois du haut de son cheval, avec un fouet à la main qui claquait parfois juste pour effrayer. Le raisin n'attend pas. Le journalier baissait la tête. Oui, monsieur, il ne levait jamais les yeux. Il savait que s'il répondait plus qu'il ne devait, il pouvait perdre sa place dans l'équipe. Le jeune homme était journalier, il recevait par caisse, et les caisses n'étaient jamais suffisantes. La paie donnait à peine pour les haricots, la farine et parfois un peu de viande séchée ou d'oignons. Le soir fatigué, il se couchait sur le lit de camp étroit. Il écoutait la respiration lourde de ses compagnons, tous épuisés, tous identiques, tous résignés à vivre et mourir dans les vignes du patron. Mais tandis qu'il récoltait pour les autres, tandis qu'il portait des caisses qui n'étaient pas les siennes, le jeune homme rêvait. Il rêvait de récolter pour lui-même. Il rêvait d'un bout de terre, même petit, où il pourrait planter des vignes avec ses mains et dire « Ceci est mon vignoble ». Il lui pesait toujours de dépendre du patron. Ce rêve le maintenait vivant, bien qu'il le fasse aussi souffrir. Parfois, en tombant épuisé, il pensait à sa mère, Madame Marie. Il se souvenait d'elle dans la cuisine pauvre et agenouillée, priant les yeux fermés. Il se souvenait d'elle, disant « Mon fils, la vie est dure, mais ne la laisse pas te briser. Un jour, si tu insistes, Dieu ouvrira une porte pour toi. » Et le journalier Pierre, avant de dormir, répétait ces paroles comme une prière. Le patron savait. Il voyait dans les yeux du jeune homme cette brillance différente, et pour cela, il l'attaquait plus que les autres. « Un vignoble, hein, disait-il à voix haute, s'assurant que tous les journaliers entendent. C'est pour les propriétaires, pas pour les journaliers. Les compagnons riaient, certains par peur, d'autres par moquerie. Un murmura au jeune homme d'un ton de compassion. « Ne rêve pas tant. Celui qui rêve au champ trébuche sur les pierres. » Le journalier Pierre baissait la tête et d'une voix à peine audible répondait. Un jour, le patron, imitant son ton, lâchait un rire cruel. Un jour, « Ha! Un jour tu vas te fatiguer, garçon. Et quand cela arrivera, je serai le premier à dire « Je t'avais prévenu ». Chaque parole était un coup. Chaque raillerie le laissait avec le cœur serré, mais aussi avec un feu qui ne s'éteignait pas. Il savait que s'il écoutait le patron, il se rendrait, s'il insistait, il avancerait. Et le jeune homme choisit d'avancer. D'abord, il commença à économiser. Chaque pièce qui tombait dans sa poche, il la gardait comme si c'était une graine sacrée. Pas de bottes neuves, pas de chapeau neuf, pas de bistrot, même si les compagnons l'invitaient avec des rires et des tapes dans le dos. « Viens, Pierre. Une nuit ne tue pas, disait l'un en levant une bouteille d'eau de vie. Nous devons oublier les peines, ne serait-ce que pour quelques heures. » Le jeune homme niait de la tête. « Si je dépense aujourd'hui, je perds demain. Si j'économise aujourd'hui, demain j'achète de la terre. » Les autres le regardaient comme s'il était fou. De la terre, se moquait-il. La terre est pour ceux qui naissent propriétaires, pas pour ceux qui naissent coupeurs. Le jeune homme ne répondait pas, mais en silence pensait à Madame Marie. Il se souvenait de sa voix. « Mon fils garde le peu. » Avec patience, le peu devient beaucoup. Ainsi, jour après jour, il garda chaque centime jusqu'à rassembler une petite liasse de billets froissés, gardés sous la couverture de son lit de camp, comme s'ils étaient un trésor. Avec courage, il chercha un homme qui vendait de petites propriétés, M. Bertrand. Le cœur lui battait fort. Il posa l'argent sur la table et dit avec fermeté « Je viens acheter un petit bout de terre. » L'homme aux mains grasses et sales de tabac prit l'argent, le compta et lâcha un rire tonitruant. « Avec ça, se moqua-t-il,
Avec ça, tu n'achètes même pas le fil de fer barbelé, garçon. Le journalier Pierre se redressa. C'est ce que j'ai. Je travaille dur. L'homme le repoussa avec mépris. Alors travaille le double et reviens quand tu seras quelqu'un. Le jeune homme serra les lèvres, rangea la liasse de billets avec les mains tremblantes, sortit de là avec l'estomac retourné. Il voulut pleurer mais se retint. Si je me vexe, je me perds, pensa-t-il, se souvenant de sa mère, et continua en avant. Quelque temps après, il s'arma de courage et alla à la banque. L'endroit sentait l'encre et le papier neuf. Tout brillait. Tout semblait lui dire « Tu n'appartiens pas ici ». Il s'approcha du comptoir. Le directeur le regarda de haut en bas, comme s'il était invisible. « Je veux un petit prêt », dit le jeune homme d'une voix tremblante. « Je vais acheter un lot pour des vignes. Je peux payer mois par mois. » L'homme ouvrit un livre. Il demanda sans le regarder dans les yeux. « Propriété? Aucune. Garantie? Aucune. » L'homme ferma le livre brusquement. Le son résonna dans la poitrine du jeune homme. « Vous ne pouvez pas parce que vous êtes un journalier. Vous n'avez rien comme garantie. Revenez quand vous aurez quelque chose à perdre. » Le journalier baissa le regard. « Je vais travailler plus. Travaillez autant que vous voulez, » dit l'homme, regardant déjà un autre client. « Sans garantie, il n'y a pas d'affaire. » Le jeune homme sortit en silence. Dehors, le soleil lui brûlait la peau, mais plus encore lui brûlaient les paroles du directeur. Il marcha lentement, avec les bottes lourdes jusqu'à arriver à la chambre des journaliers. Il se jeta sur le lit de camp, pressa le visage contre la couverture rêche, et cette fois, oui, il pleura. Il pleura en silence, pour que ses compagnons ne l'entendent pas. « Mon Dieu, murmura-t-il entre sanglots, donne-moi la force si vraiment tu écoutes les pauvres, écoute cette clameur. » Il pria de tout son cœur, demanda à Dieu de lui donner une opportunité, même petite, et quand il s'endormit, encore avec des larmes sur le visage, une voix douce lui rendit l'espoir, celle de sa mère, comme si elle venait du ciel. « Mon fils, même s'il te ferme les portes, ne cesse pas de frapper. L'une s'ouvrira. » Le journalier Pierre se réveilla avec cette phrase gravée dans la poitrine. Il savait que ce n'était pas la fin. Des mois plus tard, le journalier Pierre prit un risque. Avec le peu d'argent qu'il avait réussi à rassembler, il loua un lot de terre morte. Un vieux du village, M. Henri, la lui offrit presque en cadeau. Le terrain était craquelé, dur, plein d'herbes sèches, qui semblaient des clous enfoncés dans la terre. En le voyant, le vieux M. Henri cracha par terre et dit d'une voix fatiguée « Elle est bon marché parce qu'elle ne donne rien. Ils ont planté ici avant et rien. » Le journalier Pierre baissa le regard vers le sol, prit une poignée de terre entre les doigts. Elle était poussiéreuse, amère, sans force. Malgré cela, il serra la main et répondit « Elle donnera ». Le vieux monsieur Henri haussa les épaules et lui remit les clés rouillées d'une vieille clôture. Le jeune homme travailla jour et nuit, enleva les mauvaises herbes avec les mains jusqu'à avoir les paumes à vif. Il redressa des poteaux qui semblaient des os tordus. Il tendit de vieux fils de fer qui cassaient comme s'ils étaient de verre. Chaque après-midi, il portait de l'eau avec des seaux du canal, goutte par goutte, comme celui qui donne à boire à un malade. Au début, les petites branches vertes germèrent. Le cœur du jeune homme se remplit d'espoir. Il les regardait comme un père regarde le premier pas de son fils. Mais ensuite vint le malheur. Le canal amenait l'eau à des heures irrégulières, parfois trop, parfois rien. Les bourgeons séchèrent jaunes comme de la vieille paille, et le peu qui survivait, les oiseaux le dévoraient sans pitié. Un jour, tandis que le jeune homme regardait impuissant les branches sèches, il entendit le son de sabots. C'était le patron du bois. Il arrêta son cheval devant le terrain, observant tout avec un sourire tordu. « Je te l'avais dit, » parla-t-il, regardant les bâtons morts. « Tu es né pour couper du raisin, pas pour le faire pousser. » Le journalier Pierre respira profondément. « J'apprends. » Le patron lâcha un rire sec. « Apprends à obéir, conclut-il durement. Reviens dans mon équipe. Là, au moins, tu manges. » Le jeune homme baissa la tête, ne répondit pas. Il retourna dans l'équipe à nouveau à couper des raisins pour les autres, à remplir des caisses qui n'étaient pas les siennes. Mais chaque nuit, bien que ses mains fassent mal et que le corps lui demande du repos, il retournait à sa bande morte. Il s'asseyait devant la terre sèche et murmurait « Tiens bon, je tiens bon aussi ». Il rassembla de l'argent à nouveau, graine par graine, pièce par pièce. Un jour, il s'approcha d'un vendeur de plants. L'homme lui montra des vignes faibles, des tiges fines et des feuilles presque fanées. « Elles sont bon marché parce qu'elles ne prennent pas », l'avertit-il. Le journalier Pierre les regarda avec foi. «
Elles prendront, dit-il convaincu. Il les planta avec soin, comme si c'étaient des créatures fragiles. Il les arrosa avec patience, avec des mains tremblantes de fatigue, mais pleines d'espoir. Mais cet hiver, le malheur tomba à nouveau. Un gel couvrit le champ. À l'aube, les feuilles étaient assez noires, brûlées par le gel. Elles cassaient au toucher comme du verre fin. Le patron du bois apparut à nouveau, s'accroupit, prit une des feuilles mortes et la laissa tomber avec mépris. « Tu n'es pas fait pour ça, dit-il froidement. Accepte ton sort, journalier. » Le jeune homme ne répondit pas, ramassa seulement les plantes sèches, les enterra comme si c'étaient de petits corps sans vie. Puis il leva la tête vers le ciel gris. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais il les avala. Il ne pleurait pas encore. Mais cette nuit, en retournant à la chambre, le poids de la défaite fut insupportable. Le chapeau tomba par terre. Le journalier Pierre s'assit sur le lit de camp avec les coudes sur les genoux et la mâchoire tremblante. Les rires du patron résonnaient dans sa tête comme des coups de marteau. « Tu es né pour obéir. Tu es né pour obéir. » Il se boucha les oreilles, mais la voix continuait là de plus en plus forte. Et alors, entre le bruit du souvenir, il entendit une autre voix douce, sucrée, la voix de sa mère, Madame Marie, comme un murmure qui venait de loin. « Mon fils, même s'il te ferme les portes, ne cesse pas de frapper. L'une s'ouvrira. » Le jeune homme ferma les yeux avec force. Les larmes coulèrent chaudes, cette fois sans retenue. Il tomba à genoux près du lit de camp, serra les mains et pria. « Mon Dieu, je n'en peux plus. Donne-moi une porte, même petite. Si vraiment tu écoutes le journalier fatigué, écoute-moi. » Sa prière se mêla aux pleurs et, au milieu de ses pleurs, une étincelle d'espoir revint s'allumer. Il se leva avec le visage gonflé de larmes et compta ses dernières pièces. Ce n'était pas beaucoup, mais ce n'était pas zéro. Des jours plus tard, il entendit une rumeur parmi les journaliers. On disait qu'il y avait un lot oublié près d'un vieux canal, une terre pierreuse pleine de croûtes de sel. Personne ne la voulait. Le journalier Pierre alla la voir. Le sol craquait sous ses bottes. Il s'accroupit, prit une poignée de terre et l'émietta. Entre le sel et les pierres, il sentit encore un léger souffle. « Tu respires et je t'aide », murmura-t-il. Il chercha le propriétaire, un homme maigre et fatigué, monsieur Robert. « Vous vendez le lot ?» demanda le jeune homme. « Je vends, personne ne la veut », répondit l'homme avec résignation. Le journalier montra sa liasse de billets, froissée et humide à force de la cacher. « J'ai peu. » C'est tout. L'homme hésita un moment, puis soupira. « Je rirais si je disais qu'elle vaut plus. Si vous osez, elle est à vous. » Ils se serrèrent la main. Marché conclu. Commença alors la vraie bataille. Le journalier Pierre n'avait d'autres armes que ses mains et sa foi. Jour après jour, il enleva pierre après pierre. Certaines étaient grandes comme des têtes. Il les portait sur son dos et les jetait hors du terrain, jusqu'à ce que la terre respire. Il enfonça des poteaux, tendit des fils de fer, mesura avec une corde chaque distance. Il creusa des sillons pour que l'eau du canal, bien que peu, arrive à chaque plante. Il acheta quelques plants plus forts, les soigna avec dévotion, se penchait sur eux et leur parlait comme à des fils. « Résistez. Je résiste aussi. » Il mit des rubans pour effrayer les oiseaux. Il tailla à temps, sarcla avec ses propres mains, même s'il terminait avec la colonne tordue de douleur. Le patron du bois passa plusieurs fois. Il ne se moquait plus autant, bien qu'il continue avec un ton froid. « Je n'ai jamais vu quelqu'un parler autant à la terre, » dit-il un jour. Le journalier répondit avec sérénité. « Si la terre m'écoute, elle me répond. » Les saisons passèrent, les tiges grandirent, les feuilles s'ouvrirent. Un jour, de petites grappes commencèrent à apparaître. Le jeune homme les regarda avec tendresse, les caressant du regard. « Si je coupe avant, je reste sans rien. Si j'attends, elles se remplissent. J'attends. » Le soleil les mûrit. L'air se remplit d'un arôme sucré. Les grappes prirent du poids comme des cloches violettes. À l'aube, le patron du bois arriva en marchant, s'arrêta devant les sillons. Incrédule. « Je n'y crois pas, » dit-il. « Ici, il n'y avait rien. Maintenant, il y a quelque chose, » répondit le journalier. Le patron, ignorant la réponse, s'en alla avec un visage de celui qui n'admet pas la défaite. Des semaines passèrent, le temps de la récolte arriva. Le journalier Pierre se leva au premier chant des coqs. L'air était frais et humide, et les vignes brillaient avec la rosée de l'aube. Il prit ses sécateurs, les aiguisa calmement et se pencha sur la première grappe. Il la tint un moment dans ses mains, comme celui qui tient un trésor. Puis, avec une coupe ferme, il la laissa tomber dans la caisse. L'une après l'autre, les grappes remplirent les caisses. Le jeune homme travaillait sans repos. Les compagnons de confiance l'aidaient, non par paiement, mais par respect.
Entre les trois, c'était suffisant pour lever cette récolte modeste, mais ferme. Quand le camion fut chargé, le journalier Pierre n'attendit personne, ne demanda pas de permission au patron, ne chercha pas d'approbation. Lui-même porta ses caisses à l'acheteur. Au marché, l'air était imprégné d'odeurs de bois et de vin vieux. L'acheteur, un homme à la moustache épaisse et aux yeux attentifs, M. Laurent, prit une grappe de raisin violet, la goûta lentement, la pressa dans ses mains et la pesa sur la balance. Il leva les yeux surpris, sucrés, solides, propres. Le journalier Pierre sentit que la poitrine se serrait, comme si toute la souffrance avait valu la peine à cet instant. « À qui est ce raisin ?» demanda l'acheteur. Le journalier leva la tête et dit d'une voix claire « À moi de mon vignoble !» L'acheteur le regarda fixement comme s'il voulait confirmer qu'il ne mentait pas. Puis il sourit, satisfait. « Bien, dit-il, alors je vais payer tant par caisse. » Le chiffre qu'il prononça était juste, plus que juste. Le journalier ferma les yeux un instant et murmura pour lui-même « Merci, mon Dieu !» Quelques jours passèrent. L'acheteur, M. Laurent, homme de parole, mentionna le patron Dubois dans une autre négociation. « Aujourd'hui, vous m'apportez vos raisins, mais je dois dire qu'hier, j'ai reçu des fruits d'un de vos journaliers. Un jeune homme a apporté du raisin ferme, sucré comme rarement j'en ai vu. » Le patron Dubois fronça les sourcils surpris. « Un journalier ?»« Oui, » répondit l'acheteur avec tranquillité. « Un jeune homme qui a dit que le vignoble est à lui et je le crois parce que le raisin ne ment pas. » Le patron garda le silence. Par en dedans, il brûlait. Il avait passé des mois à se moquer, disant que ce jeune homme était condamné à l'échec. Et maintenant, c'était un autre homme, un acheteur juste, qui lui disait que ce journalier qu'il méprisait avait réussi l'impossible. Un après-midi, quand le soleil tombait et les ombres allongèrent les sillons, le patron Dubois apparut sur le terrain du journalier Pierre. Il ne venait pas à cheval. Il marchait lentement, les mains dans le dos. Le journalier le vit arriver, mais ne se leva pas. Il continuait à travailler, nettoyant les mauvaises herbes de la terre. Le patron s'arrêta devant lui. Pendant un moment, il ne dit rien. Puis il baissa les yeux et parla d'une voix sèche, mais sans moquerie. « Bon travail. » Le jeune homme le regarda sans s'arrêter. « Merci. » Le patron serra la mâchoire. « J'ai honte. Je me suis moqué de vous, mais je vois que vous faites très bien votre travail. » Il tendit la main. Le journalier hésita un instant, puis la serra fermement. Il n'y eut plus de paroles. Il n'y eut pas d'excuses longues, ni d'applaudissements. Juste ce geste bref, chargé de respect. À la tombée de la nuit, le journalier Pierre s'assit au bord de son vignoble. L'air était rempli de l'arôme sucré des raisins mûrs. Il regarda le canal presque sec à la fin du jour et pensa « Si j'avais abandonné, rien de cela n'existerait. » Il se souvint de la voix de Madame Marie-Claire dans sa mémoire. « Mon fils, même s'il te ferme les portes, ne cesse pas de frapper. » Il sourit parce que la vérité était simple, impossible à oublier. Parfois, la vie ressemble à cette terre sèche et dure, où rien ne semble pousser. Beaucoup abandonnent convaincus que leur destin est déjà écrit. Mais la vérité est que le succès n'arrive pas à celui qui se plaint, ni à celui qui attend des miracles sans effort. Il arrive à celui qui insiste, à celui qui essaie à nouveau, même avec des larmes aux yeux, à celui qui décide de semer l'espoir, là où d'autres ne voient que désert. Parce que la persévérance n'est pas seulement résister, c'est continuer à avancer jusqu'à ce que la vie ouvre la bonne porte. Aujourd'hui, je te demande, combien de fois as-tu cessé de frapper aux portes parce qu'elles semblaient fermées? Souviens-toi de ce que dit l'Écriture, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7,7. Persévérer est la clé du succès.